Et justement, qu'est-ce qu'on peut comprendre des différentes mouvances eurosceptiques? Est-ce qu'elles ont toutes les mêmes arguments? Est-ce qu'elles ont toutes le même corpus idéologique? Ou bien doit-on là voir l'éclosion d'une sorte de large, je veux dire, biodiversité politique? Euh, alors, les eurosceptiques, c'est assez compliqué comme question parce qu'ils pensent pas tous exactement pareil. Si vous prenez par exemple Marine Le Pen et que vous prenez Nigel Farage, c'est sûr que c'est pas les mêmes. Euh, Nigel Farage est libéral, Très clairement. voilà. Il est libre-échangiste, si je me trompe pas. Tout à fait, oui. Voilà, c'est-à-dire tout le contraire de Marine Le Pen sur la politique économique. Sur les valeurs, il a refusé de s'allier avec elle au Parlement européen parce qu'il pensait qu'il y avait des relents d'antisémitisme au Front National. Donc ça aussi, c'est un autre point d'achoppement, hein, qui fait qu'il n'y a pas véritablement une unité du mouvement eurosceptique en Europe. Ce qui est certain, c'est que à travers le mouvement eurosceptique, il y a une sympathie pour Poutine, qui est moindre chez Farage que chez d'autres, mais qui existe quand même. Hein, je l'ai entendu dire des trucs comme ça. Notamment pourquoi à la limite, je crois que. Alors, chez Marine Le Pen, c'est véritablement une admiration pour le système Poutine. Chez Nigel Farage, c'est plutôt pour l'indépendance de Poutine. Parce que Nigel Farage veut ça. Donc là aussi, c'est un point d'achoppement, si vous voulez, qu'il y a entre Marine Le Pen et. Après, ce qu'il faut voir, d'après moi, c'est que l'essentiel des partis eurosceptiques continentaux sont plutôt dans la mouvance Marine Le Pen que Nigel Farage. Nigel Farage, on est quand même dans de l'eurosceptique anglais, hein, de l'eurosceptique grand large. Hein, ce que disait Churchill. On préfère toujours le grand large, c'est-à-dire le libre échange, la société ouverte, etc. Le Commonwealth. Voilà. Donc la césure, elle est là. Après, je suis pas sûr que sur le continent, on puisse parler de deux euroscepticismes. Parce que si vous prenez par exemple le fait que Mélenchon défend Poutine comme le défend Marine Le Pen, pour moi, ça n'a rien de surprenant parce que Mélenchon a les mêmes idées que Marine Le Pen. Je vois quand même une très forte nuance aux Pays-Bas avec Geert Wilders, qui lui est clairement un libéral aussi. Alors, Oui, mais il alors, est vrai qu'il a décidé de s'allier, entre guillemets, euh, à Marine Le Pen, mais je crois que sa stratégie à lui, c'est de lutter contre l'islamisation de la société. C'est son premier thème, je vais dire, mais il faut pas oublier le parcours, je vais dire, politique de Wilders. Il est issu vraiment des libéraux néerlandais. Et d'autre part, c'est une personne qui, je pense, a démontré son courage, puisque ça fait environ une douzaine d'années maintenant qu'il est sous protection policière et militaire permanente, puisqu'il est menacé de mort. Donc je ne pense pas que cette personne-là fasse ça purement par populisme pur, je tout vais à fait. Mais dire. alors, C'est vraiment quelqu'un qui défend les valeurs occidentales de liberté. Et il a beaucoup de, comment dire, il est très pro-américain, Geert Wilders. Donc c'est peut-être quelqu'un à plus rapproché de Nigel Farage que de Marine Le et Pen. alors ce qui historiquement n'est pas du tout surprenant parce que finalement les Néerlandais c'est le seul pays de l'Europe continentale à avoir une grande histoire du grand large. Hein. C'était un des plus grands pays coloniaux commerçants. Hein. Les Provinces Unies, les Provinces Unies, ça a été l'équivalent de Venise. Hein. Ça a été ce que j'appelle, j'espère qu'on aura peut-être une autre vidéo à faire sur ce sujet-là. Ça a été une révolution indépendantiste. Les Provinces Unies, c'est-à-dire qu'ils ont fait une révolution qui était semblable à celle qu'ont fait les États-Unis, mais eux, ils l'ont fait 200 ans avant, quoi. Donc finalement, oui, les, les Néerlandais, c'est un peu les Anglais du continent. Donc je pense que c'est pour ça que chez eux, il y a ce même esprit un petit peu que chez Nigel Farage. Après, sur le reste du continent, c'est quand même plus du Marine Le Pen que du Nigel Farage. C'est souvent, peut-être qu'au Danemark aussi, c'est assez proche de Geert Wilders. C'est pas très, moi, je n'identifierais pas ça vraiment à quelque chose
finalement qui est clairement du national-socialisme, hein. Peut-être que certaines personnes en m'entendant dire ça à propos du Front National vont faire des bons, mais je pense que c'est clairement ça. C'est un parti qui imagine la France comme une sorte de forteresse assiégée avec Qui son parle de nationalisme et en socialisme, même temps un discours très marxiste, donc qui parle de il n'y a pas socialisme d'ambiguïté. national, et la traduction de national-socialistique, c'est socialisme national, hein. C'est parti pour un socialisme national. C'est pas du tout le national-socialismus, c'est le socialisme national. On a traduit national-socialisme. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès pour les socialistes pour se différencier des nazis, mais la bonne traduction, c'est socialisme national, effectivement. Donc moi, ça ne me choque pas qu'on parle. Alors ça les met pas exactement au niveau de férocité des nazis, mais disons que c'est le même genre d'idée. Il y aura une différence de degré plus que de nature. Tout à fait, oui. Et alors, j'avais encore d'autres questions. Ici, il vient d'y avoir un référendum aux Pays-Bas où les Néerlandais se sont prononcés clairement contre, une fois de plus, les desiderata des technocrates de Bruxelles. Et il y a surtout l'échéance du Brexit ici. Et donc moi, je pense que le Brexit va être de nouveau, enfin, je me trompe peut-être, mais être un grand nom et peut-être que là, ça va être un moment de basculement pour l'Union européenne très important parce que si l'Angleterre sort de l'Union, totalement de l'Union européenne, je pense que ça va être peut-être le début de la fin en tout cas, et, euh, et que ce référendum-là ne pourra pas être ignoré comme les autres l'ont été, et même déjà celui qui vient d'avoir lieu aux Pays-Bas semble déjà être ignoré et jeté à la poubelle par les technocrates. Donc évidemment, les Néerlandais ne sont pas contents puisqu'ils sont à plus de 60% à avoir voté contre. Donc est-ce que vous pensez que l'Europe ici peut connaître des changements majeurs d'ici 2020-2025? Bon, il y a les menaces terroristes, enfin, les problèmes migratoires, les problèmes économiques ici dont on n'a pas beaucoup parlé, mais l'euro étant une monnaie unique, mais qui se plaque, je veux dire, de manière très technocratique justement sur des réalités économiques totalement disparates. Totalement aberrant d'avoir pu imaginer que on mette finalement l'Allemagne et la Grèce enfin, avec la même monnaie. C'est quelque chose de totalement aberrant. Mais alors ici, je vois se mettre en place une sorte de convergence inquiétante des catastrophes. Et est-ce qu'on doit s'attendre à de nouveaux printemps en Europe? Est-ce qu'il va y avoir des révolutions? Ou bien est-ce que notre devenir, notre avenir est beaucoup plus sombre? Vous avez parlé aussi de l'ingrédient de la Russie qui devient extrêmement menaçante. Et on fera effectivement certainement une vidéo, ou si pas deux vidéos sur la Russie de Poutine. Enfin, voilà, je vous laisse répondre. Euh, Moi, je vois pas de trajectoire linéaire, disons, pour l'Europe, là. Je pense que des révoltes populaires, il va y en avoir. Et là encore, ça serait cohérent avec le parallèle avec la Grèce, hein, parce que je vous disais, il y a des régions, je crois me souvenir que c'était la Béotie, qui a été la première à se révolter contre ces élites et à se tourner vers Persée de Macédoine, en lui demandant de venir les aider maintenant qu'ils avaient chassé ils lui ont demandé son patronage maintenant qu'ils avaient chassé leurs élites qu'ils ne supportaient plus. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a du poutinisme en Europe. Je pense pas qu'il y aurait autant de poutinisme si les gens étaient pas aussi ulcérés par leurs élites, en fait. C'est-à-dire ils cherchent un recours. Ils cherchent un recours. Euh, donc, à mon avis, C'est peut-être quand même un réflexe assez, enfin, que je trouve déplorable, moi personnellement. Il est vrai que beaucoup de nos technocrates sont des gens pas toujours très malins ou très éclairés dans leur réglementation, dans leurs décisions, mais est-ce que c'est une bonne raison pour se jeter dans les bras d'un psychopathe finalement? ben, écoutez, le problème, c'est que non, c'est pas une bonne raison pour se jeter les bras d'un psychopathe. Mais Enfin, c'est une question rhétorique oui, évidemment. non, évidemment. Non, mais non, mais c'est intéressant, hein, de la poser parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative.
les peuples peuvent pas regarder vers les États-Unis, par exemple. Ils n'ont pas une figure libre. L'image des États-Unis s'est beaucoup dégradée. Il y a eu George W. Bush, sous Obama encore, avec la politique étrangère, ça a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens en Europe. On en a déjà parlé, donc je n'y reviens pas. Mais par rapport à l'islam et par rapport à la politique migratoire, il y a des politiques d'Obama qui n'ont pas été comprises ou pas appréciées. Euh, Ce qui n'empêche pas que les gens peuvent se trouver d'autres idoles, hein, parce que regardez Trump, on fera une vidéo sur le phénomène Trump, je sais qu'il vous intéresse beaucoup, moi aussi. Le phénomène Trump-Cruz d'ailleurs, parce que les deux sont intéressants, mais cette idée de révolte contre l'élite, le truc c'est qu'en Europe, ce recours n'apparaît pas, ou n'apparaît pas puissant en tout cas, parce qu'il y a des gens, mais ils sont toujours dans l'opposition. Hein. Euh, alors, ce qui est dommage, c'est que le réflexe est sain en soi de chercher un recours quand on a des élites pourries. L'ennui, c'est quand le recours n'existe pas en dehors de psychopathes, comme vous dites, hein, ou de gens qui ont des... Enfin, il existe, comme on l'a dit tout à l'heure, Nigel Farage me semble être quelqu'un de tout à fait raisonnable, Oui, ou Geert Wilders aux Pays-Bas, qui pour le moment, quand on fait des sondages, pourrait très bien devenir le prochain Premier ministre si on faisait des oui, élections maintenant. bon, la Hollande, ça reste un petit pays à l'échelle européenne. Oui, tout à fait. L'Angleterre est plus grande, mais l'Angleterre a toujours été dans l'Union européenne sans y être. Hein. Elle est perçue, elle a une perception particulière. En Europe continentale, c'est plus compliqué. C'est pour ça que moi je vois pas comment on pourrait éviter qu'il y ait effectivement des clashs, des révolutions, ou au moins des révoltes dans certains pays, des émeutes qui seront liés un peu tout. Hein. Ça sera mélangé avec ce que j'avais expliqué la dernière fois sur la crise migratoire, c'est-à-dire des possibilités à l'échelle locale dramatiques, hein, d'épuration ethnique, par réaction envers certains mouvements migratoires. Ça risque d'être une période assez difficile, mais là encore, ça ferait écho avec ce qui s'est passé en Grèce, c'est ce que les Grecs ont expérimenté, c'est ce que ça a donné, et ça s'est assez mal terminé à l'échelle du pays. Alors après, les Grecs ont trouvé la paix, hein, sous Rome, ils se sont même, je veux dire, ça a été une période où il y a eu de la prospérité pendant un moment, hein, jusque le premier siècle de l'Empire, pour les provinces, il est pas écrasant. Hein. Vous payez l'impôt à Rome, ce qu'on fait déjà de toute façon aux États-Unis alors avec différentes choses, hein, avec les monnaies, le privilège exorbitant du dollar. Il y a comment ça s'appelle, le FATCA, hein, le truc avec lequel ils poursuivent tous les citoyens américains partout. Il y a d'autres manœuvres fiscales qu'ils mettent en place qui leur permettent de définir eux-mêmes une US person, c'est-à-dire une personne qui doit payer ses impôts aux États-Unis, qui leur permet d'aller chercher de l'argent un petit peu là où il est finalement. Ils sont en train de mettre beaucoup d'outils en place dans ce sens-là, il faut le dire. Donc je pense qu'on va plutôt vers ça. À terme, on aura un rôle accru des États-Unis en Europe, qui utiliseront peut-être encore une sorte de l'Union européenne comme une sorte soit de faux-nez, soit de délégué finalement pour régner sur l'Europe. Mais à mon avis, c'est vers quelque chose comme ça qu'on va. Mais je pense que ça sera plus clair dans la tête des spectateurs le jour où on parlera de Poutine et où on parlera vraiment de ce problème, de cette menace de guerre en Europe.